Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première webconférence de la Journée mondiale de la CEP 2021, 100% à distance pour cette édition. Avant que celle-ci ne commence, je vous propose de faire un point sur les outils à votre disposition pour communiquer entre vous avec les intervenants et le service technique afin d'améliorer votre confort et de permettre aux autres participants qui ne sont pas encore connectés de nous rejoindre. Donc on va commencer tout de suite. Vous remarquerez que votre écran est scindé en deux parties. Une partie sur fond noir, située sur la gauche de votre écran et sur laquelle figurent des vidéos des intervenants et seront diffusés par la suite les supports PowerPoint ou vidéos qui serviront lors de cette webconférence. Sur la partie droite de votre écran, vous constaterez qu'il y a une partie blanche au lieu de laquelle sont inscrits chat et questions. Donc dans le chat, vous pourrez vous saluer, nous saluer, en nous disant par exemple d'où vous êtes connecté, pourquoi pas, et échanger entre vous, mais aussi vous adresser à l'équipe technique en cas de souci, par exemple de son ou de vidéo. L'onglet questions, donc situé à droite de l'onglet chat, vous servira à poser à l'écrit vos questions afin que Madame Marine Andrès puisse les soumettre aux intervenants à l'oral. Donc je vous demanderai de bien être vigilant sur ce point-là. Le chat pour communiquer entre vous, vous adresser au service technique, et les questions pour poser vos questions aux intervenants. Donc voilà, je pense que vous êtes déjà beaucoup à être connectés, hein. Vous êtes près d'une centaine. Donc je vous souhaite une excellente webconférence et je cède la parole à Madame Eva Naudet et Guillaume Molinier. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Eva Naudet, présidente de l'association CEP Avenir et patiente experte de la LF7. Et bonjour, je suis Guillaume Molinier, je suis le directeur de la Ligue française contre la sclérose en plaques et je vous remercie à tous d'être présents. La Ligue contre la sclérose en plaques et CEP Avenir se sont associés pour organiser cet événement Connexion CEP. Pendant tout le long du mois de mai, nous vous avons proposé des vidéos témoignages de patients vous partageant leur parcours CEP. Et pour terminer en beauté, sur la journée mondiale, nous vous avons proposé de nombreux ateliers, conférences et vidéos. Nous remercions nos partenaires sans qui ces deux journées ne seraient pas possibles. Bristol Myers Squibb, Coloplast, Merck, Novartis et Sanofi Genzyme, les réseaux de santé qui nous ont beaucoup épaulés et bien sûr tous les bénévoles qui ont réussi à nous apporter tout ce qui était nécessaire pour que cette journée soit inoubliable. Et n'oubliez pas de vous inscrire tous aux différents ateliers pour chaque intervention. Et puis je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Et n'oubliez pas de rester connectés. À toi, Marie. Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence à l'occasion de la Journée mondiale de la sclérose en plaques dans cette édition 2021. Alors, ce matin, nous avons au programme de cette session plénière deux intervenants. Donc, tout d'abord, le professeur Jérôme Dessès, qui est neurologue au CHU de Strasbourg. Il nous parlera des actualités Covid et CEP. Et en seconde partie de matinée, le professeur Hélène Zéphir, neurologue au CHU de Lille, qui nous parlera des traitements d'aujourd'hui et de demain. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions tout au long des différentes présentations. Nous récupérerons quelques-unes de vos questions et les différents intervenants, donc le professeur Dessès et le professeur Zéphir, y répondront en direct à la fin de leur présentation. Alors, nous ne pourrons sûrement pas répondre à toutes les questions lors de cette matinée, mais ne vous inquiétez pas, dans un deuxième temps, nous répondrons au reste des questions via une foire aux questions qui sera disponible sur le site de la Ligue. Donc, pour commencer cette première matinée et cette session plénière, un point sur les actualités Covid et CEP avec le professeur Dessès. Professeur, c'est à vous. Merci Marine, bonjour à tous et merci à la Ligue d'avoir organisé cette réunion, certes virtuelle, mais quand même très importante pour faire un point sur cette thématique CEP et Covid qui nous occupe maintenant depuis un an. Malheureusement, on aurait aimé que ce soit du passé, mais c'est encore malheureusement du présent. Et voilà, je voulais remercier la Ligue de me donner la parole et aussi Marine Andrès de modérer cette session. Donc, cela fait maintenant plus d'un an que cette épidémie sévit en France et heureusement, nous commençons à voir le bout du tunnel. Je vais vous présenter trois parties. La première partie, c'est le registre Covid-CEP qu'un grand nombre d'entre vous connaît probablement, mais je vais vous faire un petit point d'étape par rapport à ce registre et aux autres registres internationaux des patients atteints de CEP et qui ont fait le Covid. La deuxième partie sera consacrée
à la réponse immunitaire à ce Covid par rapport aux différents patients et aux différents traitements. Et puis, on terminera sur le sujet des vaccinations. Alors, le registre Covicept, c'est un registre qui a été mis en place conjointement par l'équipe de Strasbourg et l'équipe de la Pitié-Salpêtrière en mars 2020, quand l'épidémie a été si importante, notamment en Alsace et dans l'Est de la France. Et c'est l'occasion de remercier Céline Noapre et l'équipe de FCRIN de Paris qui a coordonné donc ce registre. Alors, les principales questions qui étaient posées à l'époque, c'était quelle est la sévérité de l'infection Covid-19 chez les patients atteints de sclérose en plaques? Est-ce que les patients atteints de sclérose en plaques risquaient de faire des formes plus sévères ou est-ce que leur CEP risquait de s'aggraver? Et puis, quels étaient les facteurs de risque de développer des formes sévères de Covid-19 quand on avait une sclérose en plaques au regard de l'âge, du handicap et bien sûr aussi des traitements reçus? Vous savez peut-être, vous vous en souvenez qu'au mois de mars, tous les patients finalement sclérose en plaques traités ont été classés comme sujets à risque. Et donc, ça a posé pas mal de questions aux différents patients qui se demandaient s'ils pouvaient quand même travailler, notamment les professions qui devaient rester en présentiel, les soignants, etc. J'ai un certain nombre dans mes patients d'infirmières ou d'aides-soignantes qui sont atteintes de sclérose en plaques et qui se posaient la question. Et donc, ce registre a été fait pour répondre à ces deux questions. Alors, je vous montre simplement comment le registre a été bâti et il a été publié dès le mois de juin 2020, on a eu des réponses. Vous voyez en haut à droite en France un petit peu la répartition lors des deux premières vagues du nombre de patients, donc vraiment l'Est de la France et la région parisienne qui ont été très touchées. Et puis après, il n'y a pas les données de la troisième vague ici, mais le Nord et notamment également Midi-Pyrénées ont été beaucoup, plutôt PACA ont été très touchés. Et donc, on a coté la gravité du Covid chez nos patients. 1-2, c'est des patients qui n'étaient pas hospitalisés et de 3 à 7, des patients hospitalisés, 7 étant le décès. Alors, je vous montre simplement ce diagramme qui est peut-être un petit peu difficile à lire, mais qui montre tout ce qui est à droite est un facteur de risque de forme sévère de Covid-19. Quand on a dit forme sévère, c'est donc des scores 3 à 7. Et vous voyez que les principaux risques, c'est l'âge. Donc, on retrouve vraiment ce critère dans la population générale. Le score EDSS, qui est donc le score de handicap. Donc, plus on a un score de handicap élevé, plus il y a un risque de forme sévère de Covid-19. Mais vous voyez que sinon, par exemple, si on prend notamment les traitements ne favorisent pas tellement des risques de forme sévère de Covid-19. Peut-être juste à l'exception, on y reviendra de toute façon, de ce qu'on appelle les anti-CD20, c'est Ocrevus et rituximab. Mais vous voyez que quand la barre contient le milieu, ça veut dire que ça n'est pas statistiquement significatif. Alors après, ça c'est une analyse qui a été faite en janvier. Depuis, la barre s'est un petit peu décalée vers la droite et on sait que les patients qui sont traités par Ocrevus et rituximab ont un tout petit risque supplémentaire de forme sévère de Covid-19, mais ça reste très modéré. Les corticoïdes également reçus dans le mois précédent l'infection à Covid, vous voyez ici, ont une petite tendance à entraîner des formes un petit peu plus sévères. C'est pour ça qu'on a été durant toute cette période assez modéré dans nos prescriptions de bolus de corticoïdes pour les poussées. On ne l'a fait que quand c'était vraiment indispensable pour les poussées qui gênaient beaucoup les patients. Alors, les autres cohortes qui ont été récemment présentées à l'American Academy, qui était aussi en virtuel, qui devait se passer normalement à San Francisco, mais qui était en virtuel, ont montré des résultats très similaires par rapport à la cohorte française. Vous voyez au milieu de la cohorte française, dans laquelle nous avons eu donc 12,8% de patients hospitalisés, donc des formes 3 à 7, 1% de patients en réanimation et 1,7% de décès. Vous voyez à gauche la cohorte italienne qui est vraiment très proche, 11,2% de patients hospitalisés, 0,7 en réanimation et 1,6 décès. Nous avons eu des cas un peu plus sévères aux États-Unis, vous voyez, 13,9% d'hospitalisés, 5,6 en réanimation et 3,6 décès. Et % de décès. Et ça s'explique probablement par le surpoids
qui est un fléau, vous le savez, aux États-Unis et qui est un facteur de risque majeur de forme sévère de Covid-19. Donc, c'est ce qui explique probablement la différence entre les États-Unis, la France et l'Italie, puisqu'on n'a pas le poids exact des patients dans ces différentes cohortes. Alors, si on regarde maintenant sur la cohorte italienne, les patients qui malheureusement sont décédés, donc il y en a 26 sur un peu plus de 1000, donc on est à moins de 2% de mortalité. Vous voyez que la majorité, 13 sur les 26, la moitié, n'avaient pas de traitement. Donc des sujets souvent plus âgés qui n'avaient plus ou pas de traitement. Et vous voyez la répartition des traitements finalement par rapport au décès. Vous voyez que c'est assez équitable selon les différents traitements. Et donc, qu'il n'y a pas vraiment un traitement qui entraîne un risque vraiment supplémentaire de forme sévère et notamment de décès. Alors, je voudrais maintenant vous parler de ce qu'on appelle l'immunogénicité et sclérose en plaques et Covid. C'est la capacité à fabriquer des anticorps. Donc, on a fait une étude à Strasbourg où on a testé, on a fait des sérologies à une centaine de sujets. Enfin, on a proposé à une centaine de sujets, 65 l'ont fait, de faire une sérologie après avoir fait le Covid. Et ce que l'on voit sur ce diagramme, c'est qu'il y a une diminution progressive. Alors, c'est pas un patient n'a pas plusieurs prélèvements, c'est réparti. Mais vous voyez, plus on est loin du Covid et de l'infection, plus on a des anticorps qui diminuent. Mais vous voyez que la diminution, elle est quand même très lente et modérée. Et que finalement, même après un an, pour certains, vous voyez, certains sont à presque 400 jours. En bas, c'est les jours. Et en haut, c'est le taux d'anticorps. Vous voyez qu'il y a quand même des sujets qui, après 350 jours, ont encore des taux élevés d'anticorps. Alors, vous voyez les taux élevés. On parle de taux élevés quand c'est à peu près 200, 150, 100. Je dis ça parce qu'on va y revenir par rapport au vaccin et à l'immunogénicité entraînée par les vaccins. Alors, quand on regarde maintenant les patients qui sont positifs, c'est-à-dire 75% de nos patients étaient encore positifs quand on a fait le test. Vous voyez que quand on n'a pas de traitement, quand on est sous des traitements de type Copaxone, interféron, Aubagio, Tecfidera, Tysabri, on est à peu près à 80% de patients qui restent positifs même à distance de leur Covid, alors qu'avec le Gilenya ou l'Ocrevus ou le Rituximab, on est un peu moins, on est à 50%. Alors, il faut se méfier parce qu'il y a peu de patients dans chaque groupe, mais quand même, ce sont probablement les deux classes de traitement qui diminuent un petit peu la réponse aux anticorps parce que c'est des médicaments qui bloquent les globules blancs de façon un peu plus spécifique. Alors, avec le Gilenya, je pense qu'il faut quand même être prudent parce que, il faut être prudent dans les conclusions puisque on n'a pas eu de forme sévère, particulièrement sous Gilenya, alors qu'on a eu un peu plus de formes sévères avec Ocrevus et Rituximab. Et donc, et même le Gilenya a même été essayé dans un essai thérapeutique comme traitement des formes sévères de Covid-19. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'anticorps, et je vais y revenir, qu'on n'est pas qu'on est totalement vulnérable et qu'on ne peut pas être immunisé. C'est ce que j'ai voulu montrer sur ce diagramme, sous traitement par Ocrevus et Rituximab. Vous voyez, ça vient d'être présenté au Congrès américain de neurologie. Vous voyez que sous Ocrevus, quand on fait le Covid, on a moins d'anticorps que quand on n'a pas d'Ocrevus. Ça, c'est les anticorps qu'on peut doser dans les laboratoires près de chez nous. Mais en revanche, quand on fait des analyses plus précises, notamment ce qu'on appelle des ELISpot, et qu'on regarde ce qu'on appelle l'immunité cellulaire, qui n'est pas l'immunité anticorps, qui est une autre immunité, eh bien, il n'y a pas de différence significative entre les patients qui sont sous Ocrevus et les patients qui n'ont pas d'Ocrevus. L'immunité est la même. Vous voyez ici sur ce diagramme. Il y a des patients qui ont tout à fait une réponse immunitaire cellulaire sous Ocrevus et d'autres qui n'ont pas de réponse malgré le fait qu'il n'ait pas d'Ocrevus. Donc, quand on fait une sérologie, ça n'est pas représentatif à 100% de votre capacité à être protégé contre le virus, que ce soit après une infection ou que ce soit bien sûr après un vaccin. On va y revenir. Alors justement, maintenant, pour aborder un petit peu le sujet des vaccins, vous savez que dans un premier temps, les patients sclérose en plaques de plus de 50 ans ont été considérés
comme prioritaire, tout d'abord sous anti-CD20, rituximab, Ocrevus, puis après sous tout traitement et même sans traitement. Et puis depuis maintenant 3 semaines, 1 mois, tous les patients atteints de sclérose en plaques de plus de 18 ans sont prioritaires. Et puis même les patients de 16 à 18 ans sous traitement immunosuppresseurs sont même maintenant devenus prioritaires. Et vous avez peut-être entendu les informations ces derniers jours qui parlent aussi d'aller jusqu'à 12 ans. Mais c'est vrai qu'on a assez peu de patients sclérose en plaques dans cette tranche d'âge. Alors, les vaccins, je tiens quand même à vous en dire un petit mot de façon générale, puisqu'ils ont souvent été décriés dans la sclérose en plaques et c'est vraiment à tort. Hein, il n'y a aucune raison de craindre les vaccins quand on a une sclérose en plaques, quel que soit les vaccins, sauf quand on est sous traitement immunosuppresseur avec les vaccins vivants, mais là, ça ne concerne pas du tout le Covid-19. Aucun des vaccins à notre disposition n'est vivant. Et je vous ai mis cette photo pour vous montrer quand même que l'étude Pfizer, elle a quand même été faite sur près de 40 000 patients, 37 706, et que le vaccin est efficace sur les formes graves à 95%. On n'a jamais vu de vaccin par le passé aussi efficace que ces vaccins, notamment les nouveaux vaccins ARN, que ce soit Pfizer ou Moderna. Quand on a 60 ou 70% d'efficacité avec le vaccin contre la grippe, on est déjà très content. Hein, et donc, c'est vraiment important de souligner cette extrême efficacité de ces vaccins. Et quand on regarde également la tolérance, elle est quand même excellente, hein, même si on peut avoir un petit peu de fièvre pendant 24-48 heures ou des douleurs au niveau du bras, mais ça reste vraiment assez minime, notamment donc ces 2 vaccins ARN qui sont extrêmement efficaces. Alors, pardon. Donc, je vous rappelle qu'il y a donc ces données de la Haute Autorité de Santé qui se trouvent également sur le site de la Société francophone de la sclérose en plaques et relayées régulièrement par les différentes associations qui précisent que les vaccins AstraZeneca et Janssen Johnson & Johnson sont réservés aux patients de plus de 55 ans, enfin aux sujets de plus de 55 ans, ce n'est pas propre à la sclérose en plaques, alors que Pfizer et Moderna peuvent être donnés à tout âge. Alors, ces recommandations, elles changent un petit peu toutes les semaines pratiquement. Hein, et une des nouveautés qui est apparue il y a maintenant 2 ou 3 semaines, c'est la 3e injection sous anti-CD20. On va y revenir. Mais c'est pour ça que je vous incite, si vous avez des doutes, à aller sur le site de la Société francophone de la sclérose en plaques, qui met à jour tous les mois les recommandations, hein, puisqu'il y a pas mal d'informations et de désinformations qui circulent. Alors, ce site de la Société francophone de la sclérose en plaques, il est tenu à jour par une coordination qu'on a créée sur les vaccins et qui est, la coordination est assurée par Sandra Vukusic et Christine Lebrun-Freinet avec tout un comité de veille scientifique dont je fais partie avec Hélène Zéphir qui est ici avec nous ce matin. Alors, voilà, on a aussi fait un petit peu de lobbying pour montrer que nous aussi, professionnels de santé, on se vaccinait. Et à titre personnel, j'ai été vacciné dès le 7 janvier, la vaccination ayant ouvert le 6 janvier au CHU de Strasbourg. C'est une petite anecdote. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais c'est pour vous montrer un petit peu donc la newsletter qui est faite tous les mois sur cette vaccination et Covid. Et juste pour insister sur 2 études qui sont en cours, une étude qui s'appelle COV-POPART, qui a pour but de regarder justement l'immunité des patients qui ont été vaccinés contre le Covid-19 pendant 2 ans. Et puis, toujours l'Observatoire français de la sclérose en plaques qui enregistre toutes vos vaccinations lors des consultations de routine avec votre neurologue. Le neurologue nous transmet à l'OFCEP, à l'Observatoire français de la sclérose en plaques, vos dates de vaccination. Et ça permet de voir à grande échelle s'il y a des modifications de la maladie suite aux vaccinations, ce qui pour l'instant n'est pas du tout le cas. Alors, ces 2 études sont importantes puisqu'elles nous permettront de mieux connaître le comportement des patients, aussi bien en termes d'immunogénicité, mais aussi en termes d'évolution de la maladie après les vaccinations. Alors, pour terminer, je voudrais vous expliquer un petit peu la stratégie vaccinale en fonction des traitements actuellement. L'idéal, c'est de mettre à jour les vaccins
si possible, avant même de commencer un traitement pour les nouveaux patients. Et ça, c'est vrai pour le Covid-19, mais c'est vrai aussi pour les autres vaccins. Alors, par exemple, la fièvre jaune, on n'est pas obligé de le faire si on n'a pas de projet de voyage, mais si on sait que dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être on ira dans des pays qui nécessitent le vaccin contre la fièvre jaune, il vaut mieux le faire avant d'avoir un traitement qui parfois contre-indique ce vaccin. Pareil pour la varicelle, si on n'a pas été immunisé dans l'enfance, etc. S'il y a un traitement en cours, peu importe, le vaccin peut être fait n'importe quand. Si vous avez un traitement quotidien, 3 fois par semaine, 1 fois par semaine, toutes les 2 semaines ou tous les mois, tel que le natalizumab par exemple. Si vous avez des cures semestrielles, notamment Ocrevus ou rituximab, là, on conseille de le faire au moins 1 mois après la perfusion, idéalement 3 mois, puisque plus on va se rapprocher de la fin du cycle, peut-être plus les choses peuvent être, le vaccin peut être efficace. Mais depuis peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec rituximab et Ocrevus, il est conseillé de faire une 3e dose de vaccin. Et cette 3e dose, il faut la caser avant le nouveau cycle. Donc, ça peut être par exemple 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ceci étant, moi, j'ai quand même autorisé la vaccination chez des patients qui avaient déjà leur rendez-vous et qui n'étaient pas dans ce cycle à peu près d'1 mois, 2 mois par rapport à la dernière perfusion, parce qu'on a quand même des patients qui attendaient ce délai et qui ont fait le Covid. Donc, je pense qu'il faut mettre en balance, bien sûr, le fait de se faire vacciner et d'espérer être protégé et le fait d'attendre un petit peu par rapport à la perfusion. Alors, j'ai entendu ce matin sur France Info qu'en ce jour de Journée mondiale de la sclérose en plaques, c'était ce que disait le journaliste, il y avait des médicaments qui empêchaient l'efficacité de la vaccination dans la sclérose en plaques. Alors, je pense qu'il faut vraiment nuancer ces propos. Dans notre registre, on a eu quelques cas de patients qui ont fait le Covid malgré la vaccination, mais c'est vrai aussi dans la population générale. Actuellement, on a eu 7 cas, c'est pas beaucoup. 6 de ces 7 cas n'ont pas été hospitalisés, donc c'est quand même rassurant, même si la plupart de ces cas étaient sous Ocrevus ou rituximab. Donc c'est vrai que ça reste quand même juste le traitement pour lequel on est un petit peu plus prudent, d'où cette 3e dose. Alors cette 3e dose, on ne sait pas vraiment si elle est indispensable, efficace, etc. Moi, je viens de faire une sérologie après la 3e dose à 2 de mes patients à titre un peu informatif, et je vous les livre comme ça, sans pouvoir vraiment en tirer de conclusion sur 2 patients. Mais j'ai une patiente qui n'a toujours pas fait d'anticorps malgré la 3e vaccination, et un patient qui était à la limite, qui était à 14 d'anticorps pour 13 la norme, et qui est monté à 60 après la 3e vaccination, donc a priori qui est plus protégé. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce survol sur sclérose en plaques, Covid-19, infection et vaccination. Et bien sûr, maintenant, je suis à votre disposition pour répondre aux questions avec cette petite note d'humour du chat que j'aime beaucoup et qui met un petit peu de soleil dans nos cœurs. Alors, merci beaucoup, professeur, pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant, je pense, pour tout le monde. Donc, on a eu plusieurs questions. Donc, je vais commencer par les premières. Il y a eu 2 questions concernant les interférons et la vaccination. Donc, concernant l'efficacité et est-ce qu'il faut une 3e dose sous interféron? Alors, clairement, non. Nous avons fait une petite étude sur justement, mais je ne voulais pas présenter parce que c'est vraiment préliminaire, elle vient d'être acceptée dans la revue neurologique et notre revue française. On a fait une petite étude sur la réponse au vaccin et on retrouve une très bonne réponse chez les patients sous interféron, sous Copaxone. En fait, on retrouve un petit peu les mêmes réponses que les mêmes taux d'anticorps x 10, puisqu'avec le vaccin, on fait 10 fois plus d'anticorps qu'avec le Covid lui-même. On trouve à peu près la même chose que ce que je vous ai montré sur l'immunogénicité. C'est-à-dire que les 2 médicaments, les 2 classes de médicaments qui sont un tout petit peu plus
on va dire, sensibles et pour lesquels peuvent se poser la troisième dose. Il y a les anti-CD20, donc là, c'est maintenant quelque chose d'officiel et c'est surtout parce qu'il y a un tout petit peu plus de formes sévères avec ces anti-CD20 et le Gilenya. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le Gilenya n'entraîne pas des formes plus sévères, donc ça peut se discuter. Mais s'il y a un médicament en plus de Ocrevus et rituximab pour lequel on pourrait discuter, c'est le Gilenya. Pour tous les autres, on a une très très bonne réponse vaccinale avec des taux d'anticorps. Là, je vous ai parlé de 150, 200 qui sont à 2000. J'ai même une patiente à 23 000 d'anticorps. Donc, pour vous dire que le vaccin prend très très bien. Combien de temps, bien sûr, on ne sait pas encore, puisque les premières études, même chez le sujet sain, ont été faites à l'automne, donc on n'a pas encore un an de recul, mais probablement quand même assez longtemps. La seule crainte étant bien sûr les variants et leur efficacité, mais pour l'instant, ça semble efficace aussi sur les variants qui sont connus. Mais pour le reste, l'efficacité, parce que beaucoup de patients nous demandent est-ce qu'il y aura un rappel au bout d'un an, au bout de 18 mois, au bout de 2 ans. Pour l'instant, on n'en prend pas le chemin immédiatement. Mais il faut qu'on ait plus de données scientifiques. D'accord, merci. Alors ensuite, on a une question, une personne qui nous explique qu'elle a entendu au début de l'épidémie qu'il fallait éviter l'ibuprofène. Est-ce que ça reste toujours d'actualité ? Alors non, c'est un peu retombé comme un soufflet, la problématique des anti-inflammatoires. Et en tout cas, nous, on l'avait colligé systématiquement dans le registre et on n'a pas retrouvé de forme sévère chez les gens qui avaient pris des anti-inflammatoires. Alors c'est un peu compliqué parce que parfois les gens ne savent pas que l'Advil, c'est un anti-inflammatoire, ils pensent que c'est un antidouleur. Donc voilà, c'est pas toujours très bien colligé, mais a priori, non, on en est revenu et on peut maintenir. Il y a juste les corticoïdes quand même. On a été surpris finalement de voir quand même que dans le mois qui précédait, les patients pouvaient faire des formes un peu plus sévères, alors que paradoxalement, quand les gens font des formes sévères, au moment de la détresse respiratoire, on leur donne des corticoïdes. C'est un petit peu contradictoire. Mais c'est ce qui nous a fait aussi freiner un petit peu notre ardeur par rapport aux bolus. On les a fait vraiment, les bolus de corticoïdes, que quand c'était indispensable pour les poussées qui gênaient beaucoup les patients. D'accord, merci. Ensuite, sous Gilenya, si l'on n'a pas d'immunité à la seconde dose, doit-on continuer ou arrêter ? Alors, arrêter le Gilenya, sûrement pas. Arrêter la vaccination, c'est la question à laquelle j'ai tenté de répondre. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de directive. Encore une fois, attention, les anticorps ne sont pas le reflet intégral de l'efficacité de la vaccination. C'est pas parce qu'on n'a pas d'anticorps visibles sur la prise de sang qu'on peut faire en laboratoire simple. Je vous ai montré que l'immunité cellulaire, c'était des tests beaucoup plus compliqués. Il faut traiter le sang tout de suite avec des techniques compliquées. Donc, on le fait dans les études, mais on ne le fait pas systématiquement, on va dire, en routine. Et donc, si la question c'est est-ce qu'il faut arrêter le traitement, alors là, non, absolument pas. Est-ce qu'il faut arrêter de persévérer dans la vaccination? Je pense qu'il faut qu'on ait un peu plus de données. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas eu de cas sur les 7 patients qui ont fait le Covid malgré le vaccin, aucun était sous Gilenya. Donc, c'est quand même rassurant. D'accord, ok. Donc, on ne doit pas, parce qu'il y avait une autre question, doit-on se vacciner jusqu'à obtenir une sérologie sous Gilenya ou abandonner? Ah oui, alors ça, c'est la question. Donc, non, pas jusqu'à, Non, parce ouais. qu'on pourrait imaginer, là, ma patiente qui n'a toujours pas d'anticorps après 3 fois, on ne va pas lui faire de 4e dose, on s'arrête. Mais il n'est pas encore recommandé, vous pouvez en discuter avec votre neurologue, mais il n'est pas encore recommandé de faire une sérologie systématique après la 2e dose de Gilenya, après d'ailleurs aucune 2e dose. On considère pour les anti-CD20 rituximab, Ocrevus, qu'il faut faire pour tout le monde 3 doses. Et pour le Gilenya, pour tout le monde, 2 doses. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation de faire une sérologie. Il n'y a pas de recommandation de faire un 3e vaccin, mais je sais que certains neurologues l'ont proposé. Après, il y a aussi une question d'économiser des doses. Donc, peut-être il est plus important que toute la population française puisse être vaccinée avant, bien sûr, d'envisager des 3e doses. Alors que le Gilenya, on n'a pas eu de forme grave sous Gilenya. D'accord. Alors, je vais vous poser une dernière question parce que le temps avance. Alors, sans traitement et sans poussée depuis 2 ans, j'ai fait une poussée 2 jours après la première dose Pfizer. Je dois faire des bolus et ma 2e dose est prévue dans 10 jours. Dans quel ordre favoriser vaccin-bolus? Alors, il est préférable de faire d'abord le vaccin, surtout si c'est dans 10 jours, sauf si vraiment la poussée est récente.
Mais les bolus, on peut toujours les différer. Les bolus, il faut bien avoir à l'esprit que ça ne guérit pas de la poussée, ça accélère la récupération. Donc, il y a des pays où ils ne font pas de bolus. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup moins de bolus depuis un an. Donc, voilà, je peux. Quant à l'imputabilité de la vaccination ici, donc à présent, sur la poussée, bon, bien sûr, on peut se dire, ah, bah, c'était 2 jours avant. On stimule quand même un peu le système immunitaire. Donc, c'est possible que ce réveil des symptômes soit en partie lié. Et c'est ce qu'on essaye de voir avec le registre OFCEP, hein, c'est-à-dire qu'on note vos dates de vaccination et on va regarder s'il y a plus de poussées finalement chez les gens vaccinés que chez les gens non vaccinés, parce qu'il y a aussi le hasard. Hein. On faisait des poussées bien avant le Covid et il est assez peu probable, sur les données qu'on a pour l'instant, qu'il y ait un risque de poussée après vaccination, parce qu'on a eu beaucoup de patients vaccinés et très peu de poussées finalement. D'accord. Alors, il y a vraiment beaucoup de questions, donc on ne va pas pouvoir répondre à toutes ces questions. Comme je vous le disais auparavant, on essaiera d'y répondre via la foire aux questions sur le site. En tout cas, merci beaucoup, professeur De Cesse, pour votre présentation et toutes vos réponses. C'était vraiment très enrichissant. Et nous pouvons donc passer à la deuxième partie de cette matinée concernant les traitements actuels et ceux de demain dans la CEP. Professeur Zéphir, c'est à vous. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc ma partie concerne donc les thérapies de demain et du futur. C'est vrai que c'est une partie qui est projetée et donc bien sûr certaines thérapeutiques vont plus ou moins aboutir. Mais donc ce que je vous propose de faire, c'est un overview, donc une vue d'ensemble des différentes idées thérapeutiques qui sont en cours encore d'exploration avec certaines études cliniques qui vont démarrer. Puis ensuite, on répondra aux différentes questions. Donc, ce que je voulais vous transmettre, c'était d'abord l'idée que dans la sclérose en plaques, mais vous le vivez tous les jours, si vous êtes suivi, si vous êtes traité, vous voyez que votre neurologue vous évalue régulièrement, évalue les IRM régulièrement et se pose à chaque fois qu'il vous voit la question de savoir si votre traitement est suffisant ou s'il faut recourir à d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, le but dans votre prise en charge, c'est tout de même d'arriver à un contrôle total de la pathologie, ce qui n'est pas forcément évident quand on regarde les différents essais thérapeutiques aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, aucun traitement réellement ne guérit, mais donc ne contrôle totalement la pathologie. Donc, vous avez déjà entendu parler de ce concept de NEDA, qui correspond donc à l'absence d'activité de la maladie, activité sur le plan de poussée, sur la progression du handicap et l'absence d'avancée des mesures que nous savons mesurer en IRM en routine, à savoir ces fameuses lésions T2 et les lésions récentes, donc les lésions rehaussées par le gadolinium. Donc, il est vrai que ce sont des critères qui vont… Donc, aujourd'hui, on cherche à contrôler la pathologie et à être un petit peu plus incisif dans les approches. Bien sûr, dans les thématiques thérapeutiques et toujours dans le sens de contrôler totalement la pathologie, ce qui aujourd'hui reste à prouver est de savoir contrôler la progression de la maladie, hein, puisque vous entendez souvent que les traitements auxquels vous avez accès aujourd'hui empêchent, limitent bien sûr une plus grande fréquence des poussées, limitent leur sévérité, limitent l'accumulation des lésions et diminue l'accumulation du handicap, mais cet handicap s'accumulerait tout de même au fur et à mesure du temps. Donc, bien sûr, les formes progressives sont très regardées, mais au-delà des formes progressives, c'est la progression en général de la pathologie, que l'on soit en forme rémitante ou que l'on soit en forme progressive, qu'elle soit secondaire ou progressive primaire. Et bien sûr, peut-on utiliser des thérapies cellulaires dans ce contexte? Donc, alors,
voilà un petit peu, n'ayez pas peur de ce schéma, hein, c'est juste illustratif de ce que l'on peut viser contre la progression de la maladie. Alors, en premier, bien sûr, cibler l'inflammation. Il est clairement démontré depuis largement 20 ans aujourd'hui, et vous le vivez pour ceux qui sont diagnostiqués donc ces dernières années. Vous vous rappelez, on vous diagnostique la pathologie et dès le premier jour, on vous parle des traitements qu'il faut démarrer le plus précocement possible parce qu'on joue sur le capital neurologique et ce qu'on cible dès le départ, c'est l'inflammation. Parce que l'inflammation aboutit aux dégâts et aux dégâts tissulaires. Quand je parle du tissu, bien sûr, c'est du tissu cérébral, de la moelle épinière. Et donc, quand on abîme le neurone, quand on abîme la myéline, ce qui est abîmé, ce qui est déjà en dégâts, va vieillir plus vite. Donc, bien sûr, il faut arrêter le feu, cibler l'inflammation, c'est-à-dire cibler les cellules inflammatoires, lymphocytes T, lymphocyte B, mais aussi macrophages. Et donc, ce sont les traitements que l'on démarre très très tôt, notamment dans les formes rémitantes. Ensuite, pour privilégier, pour la contenir et éviter qu'elle continue les dégâts. Secondairement, on peut penser aussi à des actions antioxydantes qui vont intervenir dans les différents paramètres inflammatoires. Quand vous avez de l'inflammation dans un tissu, les cellules, quelles qu'elles soient, neuronales, les cellules de la myéline vont être dégradées, souffrir et émettre des signaux d'oxydation et qui vont ensuite pérenniser l'action de destruction tissulaire. Donc, il y a quelques molécules comme l'acide lipoïque, donc avec une activité antioxydante, qui sont testées actuellement en phase 2. Alors, je vous rappelle, donc les phases 2 thérapeutiques, ce sont des études qui concernent des patients. Donc, on est sorti des phases animales et des phases sur le sujet sain où habituellement on évalue les paramètres biochimiques et pharmacocinétiques. Dans les phases 2, on prend un petit panel de patients et sur un temps limité, on essaye de savoir si le produit peut donner des marqueurs, en tout cas des indices d'un effet. Et les effets qu'on va chercher, c'est surtout si déjà sur les IRM, on contrôle certaines choses, l'accumulation des lésions T2. On peut regarder également quelques effets cliniques, mais les phases 2 sont surtout pour rechercher un marqueur d'effet qui pourrait promouvoir une phase 3 plus large et contenant plus de patients et où là, on va vraiment évaluer l'effet thérapeutique. Bien sûr, dans la phase 2, on évalue également les effets indésirables de ces premiers traitements. Ensuite, on peut cibler aussi les astrocytes. Alors, les astrocytes, ce sont des cellules donc, de soutien au niveau du système nerveux central qui vont également participer à l'inflammation, mais derrière ce que l'on appelle la barrière entre le sang et le cerveau. Vous savez que cette barrière entre le sang et le cerveau, parfois elle s'ouvre liée à l'inflammation et quand vous faites une IRM et que cette barrière est ouverte liée à l'inflammation, il y a des prises de gadolinium. Il faut savoir que au fur et à mesure de l'inflammation qui se chronicise dans les tissus, eh bien cette barrière après de façon chronique peut se refermer, mais l'inflammation derrière peut se poursuivre et donc les patients peuvent faire des aggravations et malgré tout en IRM, on ne voit pas de nouvelles inflammations parce que ces astrocytes sont derrière cette barrière et peuvent promouvoir une inflammation beaucoup plus larvée et peuvent aboutir à une progression de la maladie et notamment du handicap. Et certaines molécules ciblent ces astrocytes comme le siponimod. Alors le siponimod, c'est une molécule qui est de la même famille que le fingolimod, que certains ont, donc le Gilenya, sauf que ce siponimod vise d'autres récepteurs. Le fingolimod est surtout anti-S1P1. Le siponimod vise les mêmes anti-S1P1, mais également les anti-S1P5, peu importe les chiffres, mais vont viser un peu plus les astrocytes, d'où les effets potentiellement
donc intéressants qui ont été mis en avant par l'étude EXPAND dans les formes secondairement progressives, mais gardant une activité inflammatoire. Hein, donc voilà. Ce que l'on peut viser également, c'est la neuroprotection. La neuroprotection, donc, c'est protéger les neurones, la myéline de leur destruction. Alors, il y a des essais par un antibiotique, la minocycline, qui donne des marqueurs intéressants hein, de contrôle de l'atrophie, notamment cérébrale. Il y a des idées encore un peu controversées quant à la chélation, comme on dira, du fer. Alors, pourquoi le fer? Eh bien, lorsqu'il y a des dégâts tissulaires, eh bien, on voit des dépôts de fer. Alors, pourquoi le fer? C'est en général un marqueur de fonctionnement actif des macrophages. Alors, les macrophages, vous en avez entendu parler, ça fait partie du groupe des cellules inflammatoires et lorsqu'elles s'activent, lorsqu'elles prennent la myéline, qu'elles le dégradent, elles fabriquent du fer. Et donc, les questions sont dans le fait de savoir si ce fer n'est qu'un marqueur de dépôt des macrophages en action et si ce fer est délétère et si en l'enlevant, on peut permettre de meilleures potentielles réparations tissulaires. Attention, c'est un peu controversé parce que chélater le fer, donc enlever le fer, peut aussi donner des effets indésirables d'anémie, d'autres ordres. Donc voilà, ce sont, encore une fois, le topo a pour but de vous donner les différentes idées exploratoires actuelles. Ce que vous devez retenir, c'est ce que l'on souhaite aujourd'hui, c'est vraiment arrêter la pathologie et notamment en termes de progression. Et outre l'action anti-inflammatoire, c'est toucher d'autres secteurs, protéger les neurones, cibler cette inflammation derrière la barrière hémato-encéphalique par différentes méthodes. Alors, ce que l'on peut cibler également, c'est les mitochondries. Alors, les mitochondries, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites organites, donc pas organismes, mais des organites, qui sont à l'intérieur de toutes nos cellules et qui fabriquent l'énergie. Qui fabriquent l'énergie pour que, notamment, nos neurones puissent transporter leurs nutriments, puissent conduire les influx nerveux, etc. Lorsqu'il y a des dégâts tissulaires, inflammatoires, ces mitochondries vont donc être détruites et donc précipiter la mort du neurone. Et donc, l'idée à venir est également, dans un but également de neuroprotection, d'essayer de protéger ces mitochondries pour qu'elles puissent contribuer à peut-être la continuité du tissu, voire sa réparation. Enfin, et souvent vous posez les questions des processus de remyélinisation qui sont à venir. Bien sûr, des molécules existent déjà et sont en cours toujours d'évaluation pour vérifier si cela a un effet de promouvoir la remyélinisation. Ce sont les anti-LINGO-1, par exemple, qui sont testés depuis nombreuses années déjà et qui, pour l'instant, échouent un peu à montrer un signal effectif, clinique en tout cas. En sachant que là aussi, j'insiste, mais on pourra en reparler avec vos questions, la myéline est importante lorsque le neurone sous-jacent est encore vivant. Sur un neurone qui est très dégradé, de remyéliniser ce neurone ne va pas le faire revivre. Donc, c'est très important d'évoquer les processus de remyélinisation, un peu comme les anti-inflammatoires, extrêmement précocement. C'est pour ça aussi que les premières études qui ont démarré il y a quelques années avec les premières molécules pro-remyélinisantes, comme l'anti-LINGO-1, démarraient chez des formes qui venaient juste de démarrer de sclérose en plaques, où les dégâts étaient peu précoces pour essayer de savoir si on pouvait aider à réparer ces tissus qui venaient juste
d'être abîmées. Mais en tout cas, toutes ces molécules que vous voyez inscrites ont pour but de contrôler la progression et ces études sont également en cours. Alors, je voulais simplement faire un petit focus sur quelques molécules à venir qui sont regardées d'un peu plus près parce que les effets, notamment dans les phases 2, sont prometteurs. Vous avez peut-être déjà entendu parler et peut-être certains d'entre vous sont déjà inclus dans ces différentes études. Ce sont les BTKI. Alors, BTKI, ça veut dire inhibiteur de tyrosine kinase de Bruton. Alors, pour que vous en ayez un peu une idée un peu imagée, alors Bruton, c'était un pédiatre qui a décrit une maladie liée à un déficit de cette protéine, tyrosine kinase. Et les enfants qui étaient atteints de cette protéine ne fabriquaient absolument pas d'anticorps. Donc, c'est des enfants qui s'infectaient, etc. Donc, c'est une maladie génétique liée à l'X, donc chez les garçons, peu importe. Mais donc, du coup, on redécouvre cette protéine qui est la tyrosine kinase de Bruton et qui est tout à fait importante, indispensable à la survie, à la prolifération, à la différenciation donc des lymphocytes B, un lymphocyte que vous commencez à bien connaître puisque certains d'entre vous sont sous ocrelizumab ou rituximab déjà, donc vous savez qu'on vise ces cellules-là dans la lutte contre la sclérose en plaques. Donc le BTKI est un autre moyen d'y parvenir, en sachant que ces BTKI sont aujourd'hui déjà utilisés en hématologie de longue date, dans les leucémies lymphoïdes chroniques, dans certains lymphomes, et également en médecine interne, dans certaines pathologies rhumatismales et lupus. Donc aujourd'hui, dans la sclérose en plaques, il y a des phases 2 qui ont été terminées, des phases 3 en cours. Ces BTKI, là je vous en montre un exemple, en tout cas montrent que dans les formes rémittantes et également dans les formes secondairement progressives avec poussée, aurait un effet en tout cas intéressant quant à contrôler en tout cas les paramètres inflammatoires que nous connaissons en IRM. Donc, les phases 3 sont en cours et nous verrons si cette molécule, qui est une molécule orale, donc c'est un anti-B, c'est une procédure orale, puis peut confirmer son intérêt dans le contrôle de la progression de la maladie, aussi bien en termes d'activité clinique et IRM que d'évolutivité du handicap. Alors, je voulais juste également vous donner un petit focus sur certaines autres molécules qui étaient étudiées en phase 2, comme l'inhibiteur de la phosphodiesterase, qui est utilisé dans l'asthme, qui inhibe les macrophages, un macrophage dont on a parlé, macrophage inflammatoire, qui participe aux dégâts tissulaires et qui participe à pérenniser l'inflammation chronique derrière la barrière entre le sang et le cerveau, donc de façon non visible facilement en IRM, et qui se poursuit et qui est responsable de la dégradation de nos patients. Donc, cette molécule est associée également à certains marqueurs positifs, en tout cas à certains marqueurs encourageants sur les données d'IRM, puisqu'il y a moins d'atrophie, donc moins de pertes cérébrale sous ce traitement. Donc, c'est une étude de petite taille et sur un temps limité qui devrait être complétée par une phase 3 à venir. Enfin, on pourra parler, et vous allez poser des questions sûrement sur quelques thérapies cellulaires. Alors, vous posez souvent des questions sur les greffes de cellules souches. Je vous rappelle qu'il y a deux types de cellules souches. Il y a la greffe de cellules souches hématopoïétiques, donc cellules sanguines, qui est une procédure thérapeutique extrêmement active sur le plan anti-inflammatoire, qui est aujourd'hui tout à fait dédiée à une population nichée de patients qui a une forme très agressive de sclérose en plaques et
ne répondant pas à des premières lignes de traitement au pluriel. Voilà. Et puis, il y a les greffes de cellules souches mésenchymateuses. Les cellules mésenchymateuses, c'est des cellules que l'on peut retrouver dans différents tissus. Alors, le tissu embryonnaire, c'est le schéma que vous voyez ici, c'est le prototype. La cellule embryonnaire, c'est la cellule typique qui, en grandissant, en se différenciant, peut aller dans n'importe quelle direction de tissu pour fabriquer du neurone, des cellules sanguines et du muscle et d'autres choses. Mais par ailleurs, dans les tissus, chez vous, chez l'adulte, chez nous, si on prend des cellules, notamment du muscle, des cellules des graisses, par exemple, il y a certaines cellules souches qu'on appellera pluripotentes, qui sont marquées parce qu'elles sont très jeunes, et celles-ci, on peut, en les cultivant, les faire, les diriger vers des cellules que l'on souhaiterait, en tout cas neuroprotectrices, remyélinisantes, etc. L'intérêt de ces cellules, c'est qu'elles pourraient également avoir des actions immunomodulatrices. Alors attention, hein, ces greffes de cellules souches mésenchymateuses sont encore extrêmement exploratoires. Et aujourd'hui, donc notamment, c'est l'équipe de Rennes qui va essayer de monter une étude dans les années à venir pour savoir si on peut mieux comprendre cette greffe-là, mais c'est encore tout à fait exploratoire. Voilà. Eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est d'arrêter là le diaporama descendant et on peut discuter de vos questions. Alors, merci beaucoup, hein, professeur Zéphir. C'était vraiment très enrichissant, très intéressant pour nous tous, je pense. Alors, je vais commencer la première question. Comme vous parlez des greffes de cellules souches, alors il y a une personne qui demande le risque et le bénéfice vraiment des cellules souches hématopoïétiques. Alors, la greffe des cellules souches hématopoïétiques. Alors, il faut vous expliquer un petit peu le principe. Hein, grosso modo, le principe, l'idée, c'est d'enlever toutes vos cellules autoréactives. Donc, vos cellules inflammatoires dans la sclérose en plaques, il y a des cellules T et des cellules B qui sont autoréactives, dirigées contre le système nerveux central. Et donc, l'idée, c'est de s'en débarrasser. Mais si on ne fait que s'en débarrasser, votre système immunitaire va continuer à produire parce qu'il est éduqué comme ça. Il est éduqué de façon à fabriquer des cellules dirigées contre vous. Donc, le but, c'est de rééduquer votre système immunitaire d'un côté et de l'autre côté, enlever les cellules autoréactives. Donc, du coup, il faut prélever dans le sang, on en trouve dans le sang, des cellules souches hématopoïétiques, on les reconnaît, elles ont certains marqueurs, elles sont rares, mais on les retrouve dans le sang. Donc, l'idée, c'est de les prendre et de se débarrasser du reste et de les conserver. Okay ? Et de l'autre côté, le but, c'est de vous enlever, je vous les ai dit, toutes vos cellules autoréactives, et donc, c'est d'être extrêmement immunosuppresseurs. Hein, donc, c'est balancer des chimiothérapies intenses, parfois avec certaines équipes font du rituximab associé, donc un anti-CD20. Les chimiothérapies enlèvent beaucoup de lymphocytes T, le rituximab va enlever le lymphocyte B, donc c'est quelque chose d'extrêmement agressif sur l'inflammation. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un patient nu. Nu, quand je dis nu, c'est nu de système immunitaire. Et donc, c'est là qu'il va être le plus vulnérable. Nu de système immunitaire, il est donc à la merci de toutes les infections qui peuvent passer. Et quand on fait une infection sans système immunitaire, c'est là qu'on risque de faire des décompensations d'organes pulmonaires, cardiaques, et donc avec un risque potentiel de réanimation. Et voilà. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est un petit peu le cadre. C'est un peu imagé, bien sûr, mais vous comprenez du coup que pour faire cette procédure, on a besoin de nos hématologues, de nos confrères greffeurs qui ont l'habitude de ces patients qui sont mis dans des conditions de nudité immunologique, et ça se fait en secteur hématologique.
hein, de façon un peu protégée. Et lorsqu'il est nu, on réintroduit les cellules que l'on a gardées de lui-même, qui ont été préparées, et ces cellules qu'on vous retransmet, c'est de l'autogreffe, ce sont vos propres cellules naïves qu'on vous réinjecte, elles vont prendre le temps de vous repeupler, de se rééduquer, mais dans un système neuf. Et donc, il est démontré que la repopulation des lymphocytes qui est faite après cette greffe est tout à fait différente, avec un répertoire, on parle d'un répertoire qui est tout à fait changé. D'accord ? Donc, c'est très séduisant sur la physiopathologie, hein, mais la difficulté, vous l'avez entendu, c'est ce moment où on vous immunodéprime de façon extrêmement sévère et il y a un temps donné qui peut durer des semaines et des semaines où vous êtes nu et où le temps de votre population a besoin de temps. Et c'est ce moment-là qui est compliqué. Et du coup, la première fois qu'on a commencé à faire ces greffes-là, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans maintenant, on le faisait bien sûr dans des formes extrêmement tardives parce que c'était pensé comme une solution de recours. Mais lorsqu'on le fait chez des patients qui ont déjà un certain nombre d'années de maladie, avec un certain degré de handicap, avec un certain âge, et parfois qui ont déjà cumulé un certain nombre de vieilles thérapeutiques chimiothérapiques, eh bien, on a des patients qui sont beaucoup plus fragiles pour combattre ces risques-là. Et donc, il y a plus de 20 ans, le risque d'une telle procédure de mourir, hein, pas seulement c'est de mourir au fur et à mesure du temps, et j'allais dire en parallèle des différentes études qui ont validé les traitements que vous prenez aujourd'hui, que ce soit le natalizumab, que ce soit l'Ocrevus, le fingolimod, le Tecfidobactam, en parallèle de ça, bien sûr, on comprend qu'il faut prendre de plus en plus tôt les patients, et donc cette procédure va être proposée de plus en plus tôt, et on va voir ainsi qu'en le proposant à des sujets d'autant plus jeunes, qui ont un handicap modéré, qui ont donc une physiologie cœur-poumon-rein efficace, on diminue largement ce risque de mortalité pour un bénéfice qui est très important. Et donc aujourd'hui, si on niche bien, si on cadre bien l'indication, on est à un risque de mortalité qui est très inférieur à 1%. Mais c'est quand même, ça existe quand même, et c'est une procédure qui nécessite une hospitalisation longue, qui nécessite, vous l'avez entendu, une expertise hématologique qui va nous demander comment est votre patient sur le cœur, le poumon, est-ce qu'il a des risques d'infection, est-ce qu'il est bien vacciné contre tout, le but étant votre protection. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu entre deux, que ça reste une procédure qui est très intéressante parce qu'elle permet de contrôler la pathologie dans son entièreté pour un grand nombre des patients si on le fait dans les bonnes conditions et si la décision se fait de façon extrêmement précise. Donc, la sélection du patient est très importante. C'est pour ça aussi qu'il y a une réunion de concertation pluridisciplinaire nationale pour discuter de ces cas. Donc voilà, et il faut que le centre greffeur soit tout à fait habilité à cela. Alors, je vous remercie parce que je pense que vous avez répondu à plusieurs interrogations des participants, donc c'est super. Alors, il y a une prochaine question. Alors là, c'est plutôt sur un symptôme qui est la fatigue. Il y a des personnes qui nous expliquent que c'est un symptôme très handicapant au quotidien. Et donc, il y a 2 personnes qui demandaient est-ce qu'il y a des perspectives de traitement pour ce symptôme? Alors, vous avez raison. Vous avez raison, Marina. La fatigue, c'est la plus grande, c'est la plainte la plus importante des patients. Alors, le problème du terme fatigue, c'est que ça cache énormément de choses. Donc, bien sûr, il faut le mettre en avant quand vous voyez votre neurologue. Et cette fatigue, il faut que vous compreniez qu'elle a différentes dimensions. Il y a la fatigue, et ce n'est pas forcément les patients les plus handicapés sur le plan physique
qui sont fatigués. D'accord? Et on a des patients qui ont un score EDSS à 0 et qui sont extrêmement fatigués. Mais tout simplement parce qu'avec un score EDSS à 0, la vie est celle de quelqu'un de normal, mais avec une personne qui a des lésions cérébrales. Et donc, pour parvenir aux mêmes performances physiques et cognitives, donc intellectuelles, d'un patient, d'un sujet normal, vous avez pas tout à fait le même capital neurologique et du coup, vous avez un système qui fonctionne sans trop de marge, vous voyez. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, quand moi j'ai un patient qui se plaint de cette fatigue, alors j'ai bien cela en tête, la maladie est associée et est responsable de cette fatigue et tout doit être mis en jeu pour diminuer le plus possible cette fatigue. Alors, comment on doit faire? Le but, c'est vraiment d'analyser. Alors, pourquoi est-ce que le patient est fatigué? Le patient, il peut être fatigué de toute façon sur le plan physique. Quelqu'un qui a une raideur à la marche, qui a des troubles sensitifs, qui met en jeu des problèmes d'équilibre, peut aboutir à une plus grande fatigabilité parce que les muscles ne sont pas suffisants pour compenser. D'accord? Donc, il faut bien analyser le patient comme ça. Lorsqu'il y a une fatigue qui est liée à un physique qui n'est pas parfait, il faut prendre toutes les mesures antispastique s'il le faut, kinésithérapie. La kinésithérapie est très importante, notamment chez les gens qui ont un déficit moteur ou un déficit sensitif et de l'équilibre. Le kinésithérapeute ne va pas vous rendre votre motricité, ne va pas vous rendre votre sensibilité ni l'équilibre que vous avez perdu. Par contre, il va compenser tout ça. Et une façon de le compenser, c'est de renforcer les muscles qui fonctionnent bien, les muscles du dos et vos postures. Corrigez vos postures parce que de traîner une jambe qui fonctionne mal, de chercher toujours son équilibre, peut vous donner des postures vicieuses qui vont être douloureuses. Et ça va pérenniser votre fatigue. Après, il y a aussi la fatigue de ceux qui ont du mal à dormir parce qu'ils doivent se lever 3 fois par nuit pour uriner. D'accord? Donc ça, la fatigue fait partie de la sclérose en plaques, mais si en plus il faut se lever 2 fois, 3 fois en ayant à chaque fois des difficultés de réendormissement, c'est un problème. Ça veut dire que les troubles vésico-sphinctériens ne sont pas réglés de façon optimale et il faut absolument s'y attacher. D'accord? Il y a tout cela. Également, quelqu'un qui a un handicap et qui met toute son énergie le matin à faire sa toilette, tout simplement, il faut essayer de faire un transfert d'énergie. C'est-à-dire que les aides sont importantes à discuter. Même si parfois, je sais que pour les patients, ça peut paraître intrusif et je le comprends bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment du transfert d'énergie. Quelqu'un vient aider une personne pour sa toilette, eh bien, l'énergie qui n'a pas été utilisée pour ça peut être rebasculée sur des choses plus intéressantes dans la vie quotidienne. Les outillages peuvent être utilisés pour limiter la fatigue. Parfois, l'utilité d'une canne pour les plus invalidés de nos patients ou l'utilisation d'un fauteuil roulant ne va pas diminuer, ne va pas aggraver le handicap, va réaliser un transfert d'énergie. D'accord? Quand vous avez décidé d'aller à la plage, mais que vous n'êtes capable que sur une digue et que vous n'êtes capable que de marcher 100 mètres et difficilement, il vaut mieux utiliser votre canne pour aller, un fauteuil roulant pour aller du parking à la digue, par exemple, et ensuite faire les quelques marches ou même le reste sur le long trajet. Et c'est là où les rééducateurs sont très importants. Parce que, outre l'outillage qu'ils parlent, qu'ils décrivent et qu'ils expliquent bien mieux que nous, ils ont une façon de vous le présenter aussi qui peut être différente du neurologue qui vous fasse travailler également l'outil. C'est comme les lunettes, c'est pas ça qui va aggraver votre vue, ça va vous aider dans la gestion de votre quotidien. Donc, la fatigue, en effet, c'est la gêne la plus importante. Et le plus important, c'est d'en discuter avec votre médecin, votre neurologue, pour essayer de l'analyser et de savoir ce que l'on peut régler. Bien sûr, derrière la fatigue, il y a aussi la fatigue psychologique qu'il faut savoir aussi prendre en compte.
Merci beaucoup. Ensuite, nous avons une question concernant les formes primaires progressives et secondairement progressives. Concernant les traitements, les futurs traitements, est-ce qu'il y a des perspectives et une personne qui nous dit quels sont les nouveaux traitements pour les formes secondairement progressives à part le rituximab? Alors, donc en effet, donc pour les formes progressives primaires, aujourd'hui, c'est vrai, la seule thérapeutique qui est mise en avant, c'est celle de cet anti-CD20, donc le rituximab. Aujourd'hui, donc ça reste le principal élément. Et ce qu'il faut bien comprendre dans les formes progressives, si vous avez retenu un petit peu ce que je disais au départ, c'est qu'aujourd'hui, forme progressive ou pas, on traque l'inflammation. On traque l'inflammation. Et donc, vous avez ces surveillances IRM régulières qui traquent l'inflammation parce que si on arrive à attraper l'inflammation, c'est là où on peut proposer une thérapeutique anti-inflammatoire. Alors, ça ne répond pas à tout, bien sûr, et j'ai bien entendu la question de mais qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui va arriver pour contrôler la progression du handicap? Alors, c'est un petit peu ce que vous avez vu un petit peu en amont, hein, il y a les BTKI, qui sont en cours d'évaluation, y compris dans les formes progressives primaires. Le but de ces BTKI étant d'essayer d'agir sur cette inflammation à laquelle on n'a pas accès. Vous avez déjà entendu parler dans les formes progressives, qu'elles soient secondaires ou progressives primaires, de ces amas qu'on appelle les follicules méningés, que l'on retrouve au niveau des méninges et qui sont l'illustration de cette inflammation chronique derrière la barrière. Alors, l'intérêt des BTKI, je ne l'ai peut-être pas bien souligné tout à l'heure, c'est que ça passe la barrière hémato-encéphalique et donc ça peut rentrer dans le tissu cérébral. Donc, on en espère une action, mais on verra bien sûr l'aboutissement de ces études. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, ce qui est très important, c'est que de toute façon, progressive, quelle que soit la phase, secondaire ou primaire, et même en forme rémitante, il faut bien garder en tête, même si c'est compliqué, et notamment au début du diagnostic, c'est qu'il faut agir tôt. Mais agir tôt, ça veut dire traquer l'inflammation et le suivi est très important. Merci beaucoup pour vos explications. Ensuite, on a alors quelqu'un qui nous demande quel risque y a-t-il pour un patient traité depuis plus de 5 ans en CEP rémitante sous Ocrevus d'arrêter tout traitement? Et je vous pose même la question d'une manière plus générale. Quel est le risque d'arrêter son traitement? Alors, bien sûr, les patients qui ont une sclérose en plaques, et notamment les plus jeunes à qui on diagnostique, on les éduque au fait que ce sera un traitement au long cours, au très long cours, sans borne vers l'infini, j'allais dire. Alors, je soulignerai que les progrès dans la sclérose en plaques ont été tels depuis 15 ans, qu'aujourd'hui, on voit avec nous des patients qui vieillissent avec nous. Il y a des patients ça commence sous Ocrevus un petit peu, parce que certains ont eu du Ritux avant, ça commence un peu sous natalizumab, mais aussi sous les autres traitements, on a des patients qui vont bien et qui commencent à dépasser les âges de 60 ans et qui commencent à faire des trucs de personnes âgées, d'ailleurs, et qui vont bien. Et donc, actuellement, une des questions qui vous montre aussi le progrès qu'il y a eu, c'est qu'en raison du vieillissement de ces personnes qui sont traitées de très longue date et qui vieillissent comme des personnes âgées de la population générale et qui posent du coup d'autres problématiques du sujet âgé, la question est de savoir si on peut faire une désescalade thérapeutique. Alors, les rhumatologues sont très habitués à ça, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes pathologies et ils ont un recul plus long que nous pour ces traitements biothérapiques. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de regarder leur expérience. Mais aujourd'hui, on a quelques études qui sont en cours ou en cours de validation. Il y a une étude dans les formes secondairement progressives. Parmi vous, il y en a peut-être qui y participent. C'est l'étude STOP-ICEP, dont le but est de savoir si on est dans une forme secondairement progressive, mais traitée encore par d'anciennes molécules, mais stables depuis au moins 3 ans,
stable cliniquement et en IRM, est-ce que ça vaut le coup de poursuivre? Mais c'est une étude qui essaye de répondre. Donc, ils sont tirés au sort, certains arrêtent, certains n'arrêtent pas, et nous verrons s'il y a la possibilité de désescalader, en sachant encore une fois que ce sont des patients d'un certain âge. Il y a une étude que souhaiteraient faire nos confrères de Strasbourg et avec Jérôme Dessès que vous avez entendu tout à l'heure, mais ce n'est pas encore validé. L'idée germe donc d'évaluer certains patients dépassant un certain âge quand même, au-delà de 50 ans, qui ont une forme rémitante et qui sont stables depuis un certain temps. Je ne vous donnerai pas les détails de toutes ces études qui sont en cours d'écriture, de savoir si on peut faire de la désescalade. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on arrive aujourd'hui à une question de désescalade parce qu'on voit des patients aller drôlement bien depuis longtemps. Alors attention, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les patients chez qui on vient de diagnostiquer la pathologie, l'idée d'un traitement au long cours doit rester. Maintenant, on va revenir sur, bien sûr, l'Ocrevus, mais ça peut être la même chose sur Tysabri ou pour l'autre ou pour d'autres. Est-ce qu'il faut continuer forever? Donc aujourd'hui, on ne le sait pas vraiment. Ce qui sera précisé, en fait, sous Ocrevus, parce que sous natalizumab, on a plus la réponse déjà. C'est-à-dire que sous natalizumab, on sait très bien que si on arrête le natalizumab, on revient à l'activité antérieure. Et ça a bien été démontré entre 2005 et 2010, suite aux problématiques des LEMP, n'est-ce pas? Sous Ocrevus et sous rituximab, des réflexions sont en cours pour essayer d'apprécier, en effet, si au bout d'un moment, la déplétion, donc l'action biologique qui est réalisée, est-ce qu'elle peut être associée à un motif de traitement plus allégé? Alors, soit en dose, soit en espacement et d'intervalle. Donc, à l'ECTRIMS, donc la grande messe de la sclérose en plaques internationale l'année dernière, il y a eu des études barcelonaises, notamment très intéressantes, qui promouvaient en tout cas des doses beaucoup plus faible de rituximab. Mais donc, c'est en train d'être évalué, mais il faut que ce soit évalué parce que, bien sûr, ce qui est important, c'est on veut bien baisser, mais ce n'est pas au prix de nouvelles lésions en IRM. D'accord? Alors, cette désescalade est en réflexion dans la sclérose en plaques. Ce n'est bien sûr actuellement pas tellement en discussion dans les pathologies telles que la NMO, si certains patients nous écoutent aujourd'hui. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons… Alors, on a beaucoup de questions. C'est bien. On a une autre question concernant les vaccins à ARN messager. Sont-ils une piste dans le traitement de la CEP? Alors, pour l'instant, non. Alors, les vaccins, alors c'est vrai que l'ARN messager est propice à plein de pistes et d'idées innovantes thérapeutiques. C'est-à-dire que vous avez une séquence d'acide nucléique qui est en fait une recette pour fabriquer des protéines. D'accord? Donc, voilà. Donc, tout le truc, après, c'est de vérifier ce qu'on peut fabriquer en protéines, parce qu'on pourrait imaginer qu'elle puisse fabriquer des protéines de myéline, mais après, il faut que cette myéline puisse s'accrocher, être fonctionnelle, être mise là suffisamment tôt sur un neurone qui est encore vivant, etc. Donc, ça ouvre beaucoup de pistes à la production de protéines et pourquoi pas de protéines cellulaires également. C'est une idée, mais aujourd'hui qui est tout à fait exploratoire. Il y a des thérapies, ça fait partie il y a certaines thérapies géniques dans certaines maladies orphelines qui sont pensées aujourd'hui comme ça en utilisant des vecteurs qui peuvent aller produire des protéines qui manquent. Ce qui n'est pas le cas dans une sclérose en plaques. Donc, l'idée d'un sclérose en plaques, c'est peut-être de réfléchir en effet à certains mécanismes cellulaires. Donc voilà, donc c'est une idée en effet, l'idée de pouvoir produire des protéines, mais laquelle? D'accord, intéressant en tout cas. Ensuite, nous avons une question, enfin quelqu'un qui demande si vous pourriez aborder les traitements contre la spasticité.
Alors, contre la spasticité. Alors, la spasticité, certains d'entre vous qui ont cette spasticité ont déjà eu l'effet parfois de la kinésithérapie, premier plan. Hein, la kinésithérapie lutte contre les chaînes les chaînes tendineuses en fait, hein, et donc vous avez des travaux d'étirement qui luttent contre cette spasticité. Ensuite, vous avez bien sûr de façon très classique les antispastiques oraux, Lioresal, Dantrolène, qui s'introduisent progressivement. Pourquoi? Pour éviter certains effets hépatiques et aussi surtout chez des patients qui sont parfois raides. Quand on enlève la raideur, eh bien, il reste qu'une faiblesse. Et donc, on ne veut pas faire chuter les patients. Hein, donc, c'est pour ça que parfois, c'est compliqué. On a un patient qui est extrêmement raide et on ne va pas lui donner le baclofène, on ne va pas lui donner le dantrolène parce qu'on sait que cette raideur, parfois, l'aide à se maintenir debout. Et si on enlève la raideur, alors il ne reste plus que le déficit. D'accord? Il y a ça. Donc là, on parle de la spasticité pure et dure. D'accord? Donc, ensuite, quand on a parfois une spasticité très focale, hein, sur un varus séquin, vous savez, un pied qui rentre un petit peu dedans et qui peut être douloureux, ou bien certains ont des douleurs sur une spasticité très précise sur les adducteurs, eh bien, parfois, quand c'est très focal comme ça et quand c'est pas toute la jambe qui est tendue, comme ça, qui est raide, eh bien, il peut y avoir un effet bénéfique de la toxine botulinique. Hein. La toxine botulinique, ça s'injecte localement, donc dans le muscle, hein, et donc ça a une action vraiment focale et pas du tout sur l'ensemble du membre. Et donc, quand il y a une spasticité très focale, ça peut être très intéressant. Donc là, c'est d'indication MPR, c'est-à-dire rééducateur. Donc souvent, quand on a ça, on demande à notre confrère de médecine physique et de rééducation d'évaluer le patient sur la spasticité et de l'intérêt de cette injection de toxines. Et si ça fonctionne, eh bien, on le recommence tous les 6 mois environ. Parfois, on peut faire un essai et si ça ne fonctionne pas, on ne réitère pas, mais ça peut être une autre solution. Alors, vous me parlez donc de spasticité pure et dure. Donc, je parle de spasticité pure et dure. Après, chez les patients les plus handicapés et qui sont même grabataires et qui ont parfois des soins compliqués parce qu'il y a des rétractions sur les membres supérieurs ou une spasticité qui gêne les soins corporels ou les différents positionnements, on peut avoir accès parfois à des injections intratécale, donc dans le LCR, de baclofène. Et si ça fonctionne, le patient a parfois une pompe à baclofène, mais qui lui permet d'être plus confortable dans ses positions et dans sa prise en charge. Alors, si maintenant on aborde une spasticité qui est douloureuse, et là, il y a plus que la spasticité, c'est la douleur. Toutes les spasticités ne sont pas douloureuses. Lorsque la spasticité est douloureuse et que cette spasticité ne répond pas facilement à la kiné et qu'elle ne répond pas suffisamment à un traitement antispastique, vous savez qu'aujourd'hui et depuis quelques petits mois, eh bien, on a accès de façon restreinte à une expérimentation de cannabis, de CBD et THC. Alors, quand je dis expérimentation, je m'exprime mal. Ce n'est pas un essai thérapeutique, hein, les essais ont déjà été faits. C'est plus une expérimentation nationale sur le déroulé de l'évaluation, de la prescription et de la délivrance de ce produit qui est stupéfiant. Voilà. Bah, ça tombe bien que vous parliez de ce sujet parce qu'on a eu plusieurs questions sur le cannabis thérapeutique. Donc, quelqu'un qui demande effectivement, pourriez-vous évoquer le sujet du cannabis thérapeutique pour diminuer les douleurs neuropathiques? Alors, les douleurs neuropathiques, en fait, vous savez que l'expérimentation du cannabis, et encore une fois, c'est une expérimentation de fonctionnement, hein, d'évaluation, prescription et délivrance. Donc, elle a démarré il y a en début d'année, hein, je crois que c'était fin mars, hein, finalement, que ça a démarré. C'est une expérimentation qui concerne 3 situations. La spasticité douloureuse dans la sclérose en plaques,
quelques rares épilepsies, mais je vais pas m'y attarder, et puis les douleurs neuropathiques rebelles. Okay. Et donc, sont associés à cette expérimentation du cannabis, alors les épileptologues et les centres antidouleurs. Et puis, pour la spasticité douloureuse, les CRC, les neurologues, voilà. Et puis, il y a les médecins de physique et de rééducation qui peuvent également y participer. Ça a été un petit peu, il y a une carte de ces différents prescripteurs qui sont limités, et c'est essentiellement limité au centre, au CRC, concernant la sclérose en plaques. Mais dans les sépologues, les médecins qui traitent et qui se chargent des patients sclérose en plaques ont pour l'instant la charge uniquement de la spasticité douloureuse dans la sclérose en plaques. S'il n'y a pas de spasticité douloureuse dans le cadre d'une sclérose en plaques, mais c'est que cette sclérose en plaques est associée à des douleurs neuropathiques résistantes et réfractaires, là, le neurologue qui se charge de vous adressera au centre antidouleur pour avoir les différents critères. D'accord ? Donc, il faut bien différencier les deux choses. Parce que moi-même, j'ai été interpellée par certains de nos patients douloureux, mais non spastiques, qui le plus souvent sont déjà suivis en centre antidouleur. Et donc là, c'est un retour à l'algologue qui les suit pour la gestion. Alors, si vous me demandez par exemple si à Lille, au CHU de Lille, alors par exemple au CHU de Lille, les prescripteurs, donc ils sont identifiés, donc c'est le professeur Patrick Bermersch, moi-même et le docteur Julie Boucher. Et vous savez que, en tout cas pour la spasticité la spasticité douloureuse dans la sclérose en plaques, chaque CRC en France ne pourront traiter qu'une dizaine de patients. Donc pour l'instant, on en a fait. Moi, je l'ai utilisé une fois pour une patiente qui est aujourd'hui grabataire et qui en effet est particulièrement algique sur sa spasticité, qui est sous l'urézal, maximum de dose, prise en charge kinésithérapique. Donc, j'allais dire, donc on a commencé fin mars, début avril, donc lorsqu'on a pu, et aujourd'hui, donc on est à 2 mois, et ça l'a aidé, Alors, c'est pas très simple, c'est pas très simple parce que vous savez que ce sont des huiles, essentiellement. Vous savez que les différents neurologues et médecins qui peuvent prescrire doivent avoir une formation qui dure un peu, à laquelle on est évalué pour bien connaître les effets indésirables, notamment psychotropes. Il faut savoir que c'est des molécules qui sont très liposolubles, d'accord, donc ça ne marche pas dans l'eau, c'est pour ça que c'est des huiles d'ailleurs, et que c'est extrêmement sensible à n'importe quel effet de l'environnement. Vous changez un autre médicament, ça bouge. Attention aux associations des autres médicaments également. Il faut un suivi hépatique, un minimum en tout cas, et il faut une bonne éducation du patient et de l'entourage aussi. Donc, c'est pas dénué en effet de difficultés. Ensuite, vous savez que la délivrance, la pharmacie est également formée. Donc, toutes les pharmacies ne le sont pas. Et quand on donne la prescription à un patient, il faut qu'il puisse le délivrer, il puisse le faire délivrer par une pharmacie qui est formée. Sachez bien en tout cas que la conduite automobile est tout à fait interdite. Et donc, les patients qui sont sous ce type de traitement ont avec eux, pour leurs différents voyages locaux, régionaux, nationaux et internationaux s'il le faut, des documents qu'ils doivent absolument montrer en permanence avec la prescription et les originaux. Donc voilà, il y a toute une procédure qui est associée à ça. Donc, c'est une expérimentation, donc vous avez bien compris, de fonctionnement et extrêmement cadrée et dont on fera le point au bout de quelques nombreux mois. On a régulièrement une réunion entre les différents CRC pour vérifier un petit peu ce qui en est.
Voilà. Et D'accord. donc, voilà, Pardon, c'est tout. Pardon, je vous ai coupé. Non, mais c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ben, je vais rester dans la même thématique parce qu'il y a quelqu'un qui parle du CBD. Est-ce Oui. que ça permet de soulager les douleurs? Alors, dans cette expérimentation, il y a le CBD et le THC. Oui. Hein. Donc, le cannabidiol et les tétrahydrocannabinoïdes. Alors, permet, en tout cas, il y a une action potentielle antalgique, n'est-ce pas? La grande difficulté, c'est bien sûr les effets psychotropes, qui sont surtout avec le THC, hein, bien sûr, avec des effets euphorisants qui sont tout à fait à maîtriser hein, et qui sont délétères. Le problème du CBD, c'est plus sédatif. Hein, donc, bien sûr, en général, hein, dans cette expérimentation-là, on commence par le CBD à des doses minimales et qui s'incrémentent. Il y a une titration, comme on indique. Et il y a également différentes préparations qui mixent CBD, THC, avec des ratios, des proportions qui sont variées. Et le patient doit être revu très régulièrement pour vérifier notamment les effets indésirables. Psychotropes qui sont surtout avec le THC. Mais avec le CBD, il peut y en avoir aussi, mais sur un effet plus sédatif. D'accord. Mais est-ce que les patients qui prennent, par exemple, de l'huile de CBD au quotidien, c'est efficace contre les douleurs? Alors, efficace contre les douleurs. Alors, comme je vous le dis, c'est des choses un petit peu ciblées et dans la spasticité douloureuse, des études démontrent qu'il y a un effet, mais en add-on thérapie. D'accord. En add-on thérapie. Okay. C'est-à-dire pas seul. D'ailleurs, dans l'expérimentation, il faut faire preuve d'une prise en charge sur la spasticité, hein, parce que je me concentre là-dessus parce que c'est l'indication CEP. Hein, c'est demander véritablement que ce soit en add-on thérapie. Donc, des patients qui sont déjà pris en charge avec une thérapeutique orale minimale qui est mise en place. D'accord. Alors, je vois que le temps passe. Je vais vous poser, je pense, une dernière question. Y a-t-il autre chose que le Fampira pour aider à la marche? Est-ce mauvais de prendre ce médicament pendant longtemps? Ah, le Fampira. Alors oui, rien, pardon. Le Fampira, je disais juste, d'accord. Le Fampira, donc c'est un inhibiteur potassique. Donc le Fampira, on l'a depuis longtemps. C'est pas un traitement de fond de la maladie, hein, on est bien d'accord. C'est un traitement de symptômes. C'est un traitement qui potentialise la contraction musculaire. D'accord? C'est ça le principe. Et il agit sur des canaux qui font rentrer, en tout cas, qui empêchent de faire sortir le potassium. D'où des risques d'effets indésirables. Et pour ceux qui l'ont, le Fampira, rappelez-vous, on vous a fait un ECG, un électrocardiogramme, pardon, avant de l'avoir mis en place. Donc, le Fampira, ce n'est pas un traitement de fond. Donc, c'est un traitement qui aide à potentialiser la marche et ça n'empêche pas la dégradation de la maladie. Parfois, il y a un petit amalgame entre les deux. Les patients, parfois, disent « ça ne marche plus ». Hein, donc, ça n'empêche pas la dégradation de la maladie. Donc, c'est un traitement qui a l'indication chez les patients sclérose en plaques, quelle que soit la forme, qui a un score EDSS de 4 inclus à 7 inclus. Donc, 4, vous êtes limité dans la marche. 7, vous pouvez encore faire 20 mètres, même avec deux appuis. Mais en tout cas, comprenez bien qu'en deçà de 4, en tout cas, les études ne montrent pas suffisamment d'efficacité, probablement parce que l'effet sur la contraction reste malgré tout modéré et que chez un patient plus ambulatoire, donc qui est debout toute la journée, qui a une vie presque normale, il n'y a pas de marge. Hein, et au-delà de 7, la marche est perdue, donc il n'y a pas d'intérêt à ce type de thérapeutique parce que c'est associé aussi à des troubles vésico-sphinctériens, il y a aussi des risques. Donc voilà. Donc le Fampira a montré son efficacité pour améliorer, donc dans les études, c'est améliorer le paramètre de vitesse
de marche, hein, et donc c'est associé bien sûr à un ressenti d'amélioration du patient. Et pour ceux qui l'ont, souvent, vous voyez, on vous chronomètre avant de le mettre en place, on vous chronomètre sur 8 mètres environ, les 25 pieds, on le fait 2 fois, on vous met sous Fampyra s'il n'y a pas de contre-indication, vous revenez 15 jours après, on vous re-chronomètre et il faut que vous ayez, il faut qu'on démontre dans les mêmes conditions que la marche a été améliorée et donc on peut vous l'inscrire pour le plus long terme. Alors, la question derrière, celle que vous m'avez donnée, est peut-être celle que j'ai parfois de certains patients qui me disent « mais est-ce que ça vaut encore le coup que je prenne le Fampyra parce que je trouve que je me dégrade ?» Alors, c'est pour ça que je dis « ça n'empêche pas la dégradation de la maladie ». Alors, il n'y a pas de problème à arrêter le Fampyra si on veut essayer de savoir si ça nous aide encore. Hein. Et de la même façon que lorsque l'on a commencé le traitement, l'effet, s'il y en a un, est très rapide. C'est-à-dire que si le Fampyra aide le patient, eh bien, il va le sentir très vite. S'il l'arrête, au bout de quelques jours, si ça l'aidait, il va être complètement fatigué. D'accord ? Il va le ressentir qu'il est beaucoup plus mou, plus fatigué, moins efficace. D'accord ? Donc là, il suffira simplement de le reprendre. De la même façon que chez ceux chez qui cela fonctionne, et ça fonctionne chez un bon tiers des patients en tout cas, quand ils reviennent nous voir au bout de 15 jours, sur le chronomètre, ça se voit, mais en général, ils l'ont ressenti dès les premiers jours. D'accord ? Et donc voilà. Mais par contre, il n'y a pas de problème à l'arrêter, s'il faut l'arrêter. Et en tout cas, au-delà de 7, on l'arrête. Il m'est arrivé parfois pour certains patients qui étaient au-delà de 7, de le poursuivre, mais ça c'est très ponctuel et à discuter avec le neurologue, parce que c'est de la 4-aminopyridine, et pour certains patients d'entre vous qui connaissent ça, c'est pour les patients qui sont très sensibles à l'environnement, vous savez, qui ont un phénomène d'UTOF. Vous savez ce que c'est le phénomène d'UTOF? C'est le fait que quand vous avez de la fièvre, tout votre état neurologique se dégrade, ou voilà, dès que vous êtes contrarié, tout votre état se dégrade. Donc pour certains patients, notamment très sensibles à la température qu'ils peuvent avoir en cas d'infection, même qui ne dure pas mais qui les met KO, eh bien parfois on laisse ce type de thérapeutique parce que ça diminue ce phénomène de TOF. Mais c'est très rare qu'on le laisse quand même. Voilà. D'accord, bah, merci en tout cas. Alors je vais quand même je vais dépasser le temps, mais je vais vous poser une vraiment dernière question, parce que c'est une question qui est revenue vraiment plusieurs fois. Concernant les aspects cognitifs et les troubles émotionnels, existe-t-il des traitements? Alors, les troubles cognitifs dans la sclérose en plaques, ça fait partie du handicap de la sclérose en plaques. Alors, j'allais dire, c'est comme le reste du handicap, ça fait partie du capital neurologique, et ce qui est très important, c'est d'être traité de fond, quand c'est possible. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Après, lorsque vous avez une plainte cognitive, et je parlerai de l'émotionnel après, quand vous avez une plainte cognitive, une plainte de mémoire, une plainte d'attention, que ce soit vous ou votre entourage, il faut absolument en parler à votre neurologue. Le but étant d'arriver à une évaluation d'abord, de savoir s'il existe réellement un trouble ou non, et de quel type de trouble il s'agit. Dans la sclérose en plaques, il est très classique d'avoir des difficultés d'attention, hein, et quand on est moins attentif, on se souvient moins, d'accord, et également d'avoir un certain ralentissement de la vitesse de traitement des informations. Et donc voilà, donc il faut essayer de bien étayer ça, et ça peut se faire grâce à une évaluation neuropsychologique qui souvent sera bien faite. Elle peut être faite en partie par le neurologue, mais qui va faire du dépistage, mais elle est bien mieux évaluée par l'équipe de neuropsychologie. D'accord? Pourquoi? Alors parce que la neuropsychologue va faire toute une batterie d'évaluations des performances intellectuelles, mémoire, et elle va évaluer avant votre état émotionnel, d'anxiété et aussi d'humeur. Alors, pourquoi c'est très important? C'est parce que si vous êtes triste, si vous êtes angoissé, il suffit de prendre si on vit un deuil à un moment donné,
et ça va arriver à tout le monde, si on subit un deuil, eh bien sûr, pendant un temps, on va être distrait par ce deuil et donc on va être moins attentif et bien sûr nos performances ne seront pas là. Et puis le temps va passer, le deuil va être fait et puis on va être revenu à nos préoccupations. D'accord? Donc d'être triste, d'être anxieux diminue nos performances et du coup les performances associées à une dépression ou à de l'hyperémotivité ne va pas pouvoir être concluant. D'accord? Et lorsque maintenant il n'y a pas de troubles émotionnels, pas de dépression, pas d'anxiété, on a des difficultés cognitives qui sont mises en avant, c'est très important de les pointer. D'abord, ça permet de faire prendre conscience en effet qu'on n'est pas fou, qu'il y a bien un souci. D'accord? Et ensuite, on peut travailler ces difficultés-là et on peut, comme en kiné pour le reste, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut compenser. Parce que les réseaux sont là, mais les chemins sont parfois un petit peu plus compliqués et donc on peut s'aider de certaines rééducations, entre guillemets, qui seront faites par des orthophonistes parce qu'elles sont éduquées à cela et que leur prise en charge est possible par la sécurité sociale. Donc les orthophonistes vont détailler ce qui fonctionne bien et compenser. Eh bien, par exemple, quelqu'un qui a l'impression de ne plus savoir rien faire et d'être perdu quand il a une vie normale. Et une vie normale, vous savez, vous répondez au téléphone en même temps que votre enfant vous parle et en même temps que quelqu'un essaie de vous dire quelque chose. Enfin, donc, vous faites 3 choses à la fois. Eh bien, ces 3 choses, vous pouvez les faire, mais il va falloir les faire les unes après les autres. Ça va vous aider à la prise de notes. Donc, l'orthophoniste va vous faire compenser un petit peu vos troubles en vous les faisant analyser et en vous aidant à restructurer votre façon de fonctionner. D'accord? Et puis aussi, c'est aussi très important de les mettre en avant pour également la projection personnelle des différentes activités professionnelles et de vie, tout simplement, quel que soit le niveau d'atteinte cognitive. Alors, professeur Zéphir, je pense, au nom de tous les participants, vous remercier pour votre présentation et surtout pour vos réponses à toutes ces questions. Enfin, c'était vraiment très précis et vraiment très enrichissant pour nous tous. Donc, je vais clôturer cette première matinée. Donc, merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin. On espère que ces différentes interventions vous ont plu et intéressé. Nous vous retrouvons dès 13h pour la suite de la webconférence avec une séance plénière dédiée aux stratégies d'adaptation et à la résilience en période de crise. Alors, si jamais il est encore temps de vous inscrire aux différents ateliers et aux séances plénières donc, qui ont lieu aujourd'hui et demain, donc sur le site connexionscep.org. Donc, vraiment, merci à tous pour votre participation. Merci à vous, professeur Decèze et professeur Zéphir. Bon appétit, à plus tard pour la suite du programme. Bonne suite, au revoir. Merci, au revoir.